Jack Sparrow m'envoie régler sa dette. Mais c'est complètement con, on sait même pas combien on vous doit. Vous nous devrez $1 million. Ça fait beaucoup là, non? Hola, bonjour. Cette vidéo fait directement suite à la partie 1 que vous trouverez en lien ici ou ici. Je ne sais pas comment ça marche, je n'ai jamais fait encore. Donc si vous n'avez pas vu cette partie 1, je vous invite clairement à aller la regarder en premier, car c'est la suite logique et directe de cette partie 1. Allez, bonne vidéo. Chapitre 2. Les marchés financiers, ça sert l'économie ? Donc, une entreprise qui a besoin d'argent pour pouvoir financer d'importants investissements qui sont cruciaux pour son avenir. Cette tourelle? Non, mais vous êtes complètement dingue, à chaque fois il vous en faut un peu plus. Soit elle va vers sa banque, elle fait un emprunt, et là on retrouve le même système que dans l'exemple précédent. Soit elle va vers les marchés financiers, elle met en vente un certain pourcentage de sa valeur totale, donc vend des parts d'entreprise. D'ailleurs, petit point non négligeable, si le pourcentage mis en vente est un peu trop important, les dirigeants, même s'ils ont créé l'entreprise, n'auront plus le pouvoir décisionnel de l'entreprise. Petit aparté fini. C'est maintenant que va arriver la seconde arnaque. J'ai failli ne pas vous attendre. Car effectivement, quand une entreprise met en vente pour la première fois des parts sur le marché financier, elle en retire l'argent de la valeur qu'elle a mis en vente. Donc de l'argent utile à l'économie réelle. Mais une fois que ces actions ont été achetées, et il reste sur le marché secondaire, le marché de l'occasion des marchés financiers. Et là, c'est là l'arnaque. Car ce marché-là n'est rien d'autre que de la spéculation. Et la spéculation est hyper dangereuse pour notre système. Je vous explique. Imaginons que nous créions notre entreprise tous ensemble. À un moment, nous avons besoin de 100 000 € pour acheter une machine avec laquelle nous pourrons faire le meilleur sandwich jambon beurre au monde. On va donc mettre 10 000 actions sur le marché financier à 10 € l'une. On va donc en retirer 100 000 €. Avec ces 100 000 €, on va pouvoir acheter cette machine. Ensuite, imaginons qu'un reportage de France 2, pourquoi pas, avec Élise Lucet, montre que notre sandwich jambon beurre est effectivement le meilleur sandwich au monde et qu'on va le vendre partout dans le monde. Ça va être un vrai carton. Là, les traders vont se dire, il y a de l'argent à se faire. Donc là, ils vont tous vouloir acheter nos actions. Sur le marché secondaire, on s'entend. Le prix de l'action va donc augmenter. C'est la loi de l'offre et de la demande. Imaginons que l'action atteigne 50 €. À la base, elle était de 10 €. Il y aura donc une différence de 40 €. Il faudra donc que les personnes en plus injectent 40 € de l'économie réelle sur le marché financier pour pouvoir acheter ces actions à 50 €. C'est cool pour notre entreprise, vous pensez, non? En fait, pas du tout, on s'en contrefout. Car au final, l'entreprise ne touchera pas plus que ces 100 000 € qu'elle a touché à la base. Peu importe la valeur de l'action par la suite. Il y aura donc 400 000 € venant de l'économie réelle coincés sur un marché fictif. 400 000 € qui ne pourront jamais servir à rembourser une dette. En plus de cela, ces 400 000 € ne sont pas taxés. Ces 400 000 € ne serviront jamais à payer des salaires, ne serviront jamais à la consommation des ménages non plus. On peut dire que le marché financier est un peu un paradis fiscal. Ré, m'a enculé. Ré, m'a enculé. Ré, m'a enculé. Donc quand dans les médias nationaux, la télé, la presse, la radio, on maintient la confusion que si le CAC 40 va mal, c'est notre économie qui va mal, c'est de la désinformation pure et dure. You are fake news. Les fluctuations des marchés financiers reposent simplement sur la confiance ou la peur que les traders peuvent avoir en économie. Aussi simple que ça. Donc vous voyez déjà que l'argent réel que l'on a provient de dettes, et en plus de cela, une partie de cet argent réel qui vient de dettes est bloquée sur des marchés financiers, fait à spéculation, et donc ne servira jamais à rembourser nos emprunts. Donc tout cela fait que la dette ne peut que grandir de manière exponentielle. Allez, c'est la fin de ce chapitre, une petite blague pour le clôturer comme il faut. Pourquoi un enfant chinois ne croit-il jamais au Père Noël ? Tout simplement car c'est lui qui a créé les jouets. Chapitre 3. Pourquoi nos États sont-ils endettés? Voyons maintenant pourquoi la France, entre autres, est endettée à ce point-là. Pratiquement 100% de son PIB national. Je prends l'exemple de la France car les politiques et les lois peuvent différer de pays en pays, mais en Union européenne, nous avons tous la même politique, en zone euro. De nos jours, si la France n'a pas assez de revenus par rapport à son budget, elle est obligée d'émettre des obligations sur le marché financier, que tout investisseur peut racheter.
les banques comme des fonds d'investissement, des fonds de pension, des fonds d'assurance, etc. Dans les faits, ce sont surtout les banques qui achètent les obligations d'État. Donc, qui dit banque dit création de monnaie avec intérêt. Cela revient finalement à peu près au même qu'un crédit que tu pourrais faire auprès de ta banque. En 2020, le poids de la dette avec ses intérêts représente plus de 10% du budget national. C'est énorme. Et si nos États font ainsi à s'endetter jusqu'à couler comme la Grèce, au lieu de créer leur propre monnaie dont ils ont besoin, c'est à cause du traité de Maastricht, qui oblige tout État à passer par les marchés financiers pour se financer. Le traité de Maastricht date de 1993 et il préparait l'arrivée de la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, en 1998 et l'arrivée de l'euro en 2000. On peut voir que ces dernières années, la dette en France augmente de manière exponentielle. Ensuite, je voudrais juste faire un petit point parce que j'ai vu que cela pouvait être une source de confusion chez pas mal de personnes. La BCE et son taux directeur. La BCE ne crée pas de monnaie réelle. La loi dispose que les banques commerciales en Union européenne doivent avoir en compte à la Banque Centrale Européenne 1% de ce qu'elles émettent. C'est-à-dire que si une banque commerciale émet 1000 € de crédit, elle doit reverser dans ce compte à la Banque Centrale Européenne 10 €. Et c'est à cela que sert le taux directeur de la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire que si 10 €, si elle ne l'a pas sur son compte à la BCE, elle va les emprunter à la BCE avec un taux directeur. Et c'est ce taux-là qu'elle répercute après sur ses crédits. Ce n'est pas de la création de monnaie. Et c'est au nom de cette dette créée de toutes pièces par ces directives et un lobbying ultra puissant des banquiers que les gouvernements successifs prônent des politiques d'austérité et de privatisation à tout va. Car cela coûte trop cher à l'État. Et ce serait un peu de notre faute. On aura donc bien compris qu'ils prennent les gens pour des cons, mais le pire dans tout ça, c'est que ça marche. Ils auraient peut-être pas tort au final. Bien sûr, c'est ultra vieux le principe que nos États empruntent de l'argent à d'autres. Déjà, à l'époque de nos rois, les États empruntaient auprès des nobles. Mais il arrivait déjà qu'ils ne puissent rembourser et donc que des familles fassent faillite à cause de cela. Avant, la valeur de la monnaie était basée sur les réserves d'or. Et pour le coup, je trouve que cela est une bonne chose que ce soit terminé. Car miser toute une économie sur un minerai, c'est pousser les plus fous à voler et à détruire nos sols pour avoir le plus d'or possible. Allez, petite blague pour clôturer ce chapitre. Maman, 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 je suis juif ou arabe? Écoute mon chéri, je suis algérienne et ton père est juif. Donc tu es un petit peu des deux, pourquoi est-ce que tu me demandes ça? C'est parce qu'il y a un scooter là-bas, et j'hésite entre le voler ou le vendre. Chapitre 4. Proposition de solution. Si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Et ça, c'était Henry Ford qui a dit ça. La même personne qui a créé tout l'empire Ford et le Fordisme. Je me dis donc que personne n'a vraiment compris comment ça fonctionnait. C'est un peu pour ça que je fais cette vidéo, car je rêve de cette révolution. Petite réflexion totalement personnelle, je pense que de nos jours, il est totalement inutile d'aller manifester dans les rues, car cela marcherait effectivement dans une démocratie où le peuple aurait vraiment son mot à dire au pouvoir, mais je pense que nous avons la preuve aujourd'hui que cela n'est plus le cas. Il faut faire des vrais actes concrets. Tu fais peut-être un truc bien, relou ta ministre. Après oui, aller manifester de nos jours en France ou même dans d'autres pays, c'est vraiment un acte de courage, ça je ne l'enlève pas, mais ce n'est pas comme ça que l'on changera les choses malheureusement. Bref, que faire si un jour nous avions le pouvoir de changer les choses et d'instaurer le système que nous voudrions? Premièrement, supprimer les dettes d'État qui appartiennent aux banques commerciales et redonner aux États le pouvoir de créer de l'argent, sans intérêt au travers d'une banque nationale. Que cette même banque puisse financer des projets à but non lucratif, comme des écoles, des hôpitaux, des routes. Bien sûr, on pourrait mettre en place un système de commission qui valide chaque projet. On pourrait mettre aussi un système de vote des citoyens, ce qui impliquerait un peu plus les citoyens dans la vie politique et sociale de notre pays. N'oublions pas que pour que tout cela soit viable, il nous faudrait un gouvernement compétent et non corrompu pour pouvoir nous pondre des budgets non déficitaires, adaptés. Mais bon, déjà ça devrait être plus facile à pondre de tels budgets sans le poids de la dette. Pour tout projet d'entreprise, les prêts pourraient être accordés par cette même banque nationale et les intérêts pourraient être redistribués aux populations les plus démunies. C'est une idée. Concernant les emprunts pour les particuliers, toi ou moi, cela pourrait quand même rester au bénéfice des banques commerciales, les pauvres, qui pourraient prêter qu'un certain pourcentage de toute épargne présente sur les comptes de leurs clients
Par exemple, elle pourrait être autorisée à prêter 150% de l'argent total. Ses taux d'intérêt seraient régulés par la Banque nationale, tout comme pourrait le faire la BCE. En cas de refus d'un prêt pour une personne, cette personne pourra toujours se retourner à la Banque nationale pour demander un prêt, cette fois-ci à la Banque nationale. Concernant les marchés financiers, je trouve que leur intérêt premier est intéressant. Donc nous pouvons les garder, seulement je changerai le fait qu'une action puisse changer de valeur indéfiniment. Je pense qu'il serait intéressant de bloquer la fluctuation de prix d'une action à plus ou moins 10% de son prix initial sur le marché. Cela éviterait de la spéculation. Concernant les dividendes, ils seraient toujours d'actualité pour garder un certain intérêt pour ce marché-là. Par contre, ils seront régulés. Les entreprises ne pourront plus virer à gogo et avoir des politiques totalement pour les actionnaires et seront régulés par les États. Ensuite, je m'adresse aux Allemands qui pourraient regarder ma vidéo et qui pensent depuis tout à l'heure « Mais c'est de la merde, on va avoir une inflation de dingue avec tout ça !» Je leur dirais « Et pourquoi est-ce que cela ferait qu'il y ait de l'inflation ?» Honnêtement, pourquoi est-ce qu'il y aurait plus d'inflation que quand ce sont les banques commerciales qui créent l'argent? Les États, eux, n'auraient pas le but de faire des bénéfices. Il n'y aurait pas forcément plus de monnaie en circulation car les banques nationales réguleraient aussi avec un taux directeur auprès des banques commerciales. Il faudrait bien sûr, comme d'habitude, des personnes compétentes au gouvernement et aux banques nationales. N'oublions pas que le seul but de la Banque Centrale Européenne est de maintenir le taux d'inflation à 2%. Il n'y a aucun autre but. Comparé à la Fed, la Banque nationale des États-Unis, qui a le but de maintenir un taux d'inflation bas, mais aussi de maintenir un taux de chômage bas. Double but. Peut-être un peu plus humain, étonnamment. Et donc pour moi, avec un tel système, nous pourrions repartir sur des bases beaucoup plus saines et moins individualistes. Bien sûr, il pourra toujours y avoir des ajustements, des changements, parce qu'il y a toujours des inconnus qu'il est très difficile de prévoir. Mais bon, pour avoir un monde meilleur, enfin rêver un monde meilleur, il faudra nous battre et renverser les personnes au pouvoir, c'est-à-dire les banquiers et les fonds d'investissement. Je ne parle pas de votre banquier dans la petite agence de votre village ou de votre ville, je parle des patrons des banquiers. Là est le vrai pouvoir. De là vient Macron d'ailleurs. Si tu n'as toujours pas l'envie de te révolter face à ce système d'argent-dette, dans ce cas-là, tu es effectivement fait pour brouter le gazon dans ton pré clôturé. Après oui, je comprends, il faut de tout pour faire un monde. Si tout le monde était comme nous à voyager, ce monde serait juste invivable. Donc je remercie le petit boulanger qui fait son pain tous les matins. Sur ce, j'espère quand même que cette vidéo ne t'aura pas trop fatigué. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo beaucoup plus légère. Forcément, quand c'est moi, c'est jamais intelligent, hein. Allez, sur ce, passe une bonne semaine, réfléchis à tout ça. Et peut-être que nous serons tous ensemble pour changer ce monde. Allez, bisouilles!